Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce cours public numéro 2 sur l'adaptation architecturale Through, un vide anthropocène, un titre toujours aussi mystique et qui me laisse encore dans le doute. Mais ceci dit, ce qui est très intéressant et la question que je me pose de manière fondamentale, c'est comment avec, à travers, par le vide, on interroge finalement la question anthropocène dans l'architecture en Chine. Donc la première séance inaugurale qui s'est déroulée pendant la semaine à l'école de l'Anthropocène portait sur la question d'introduction sur cet élément qui est le vide et l'espace de non-action qu'on peut avoir dans une métropole comme la ville de Shanghai qui, en l'espace de 100 ans, a multiplié sa population de manière conséquente et son espace. C'est-à-dire qu'on est passé d'une ville qui était en rez-de-chaussée plus 1 ou 2 niveaux à une ville de rez-de-chaussée plus environ 30 niveaux en moyenne. Donc voilà un peu l'échelle du vide et de l'espace qui a été modifiée dans la ville. Et aujourd'hui, pour interroger cette question de l'évolution du vide, je souhaite l'aborder par la question, on va dire, du patrimoine dans un sens large. C'est-à-dire qu'est-ce que nous allons transmettre et quelles sont finalement les questions transgénérationnelles qui se posent à travers la fabrique de la ville, notamment de la ville de Shanghai, qui sert d'exemple et qui peut être appliqué à tout autre territoire dans le monde. En quoi, finalement, le vide est un espace d'interrogation sur lequel nous construisons et bâtissons. Donc c'est un espace qui est en tension. L'Anthropocène nous montre bien que le vide est saturé de particules, saturé d'éléments dans l'air et saturé finalement de désirs et finalement de projets imaginaires de construction. Et il va rentrer en dynamique de toutes les fabrications de la ville. Partir par le patrimoine, c'est interroger ce qu'est le concept de patrimoine, disons-le, pour les Chinois et en Chine, c'est-à-dire on va partir d'une définition ou d'une idée initiale qui est complètement différente, mais qui va nous interroger de manière contemporaine sur sa réalité. Les Chinois, comme le disait Liang Tzu-cheng fin du 19e, début 20e, il disait « Les Chinois se contentent d'une loi consistant à remplacer le vieux par le nouveau et considèrent la vie et la mort comme un cycle naturel. Ainsi, on ne se soucie pas de la longévité ou de la fugacité des réalités matérielles, on n'a pas l'ambition de ne les voir à jamais périr. » En d'autres termes, dans une idée ancienne du patrimoine chinois, comme l'a fait Liang Tzu-cheng, qui est un des premiers à vraiment avoir fait une montée du patrimoine sur une influence occidentale, après avoir fait des études à l'étranger, en Chine va instaurer les premières bases de repérage, de compréhension et d'instauration du principe de patrimoine en Chine. Ce qu'il met en lumière ici, c'est un principe ancien qui était effectivement inscrit dans la notion bâtie et du patrimoine qui va se déployer, on va dire, de génération en génération, que la famille et la maison, l'espace de vie et le foyer évoluent avec la vie. Et qu'un bâtiment en soi, c'est plus important de regarder les savoir-faire et de faire évoluer avec la famille et de faire évoluer avec le village et avec le temps le bâtiment. Si bien que les constructions, comme on l'a vu dans mon premier cours public, partent d'un principe de construction qui peut être tout à fait déconstructible dès le départ. Car la maison, en soi, peut d'un seul coup devenir des éléments éparses. Une brique peut être transmise à une autre génération. Le bâti va pouvoir changer de forme et tous les systèmes d'accrochage en bois sont sur un système de tenon et mortaise, sans clou ni vis. Pourquoi ? Parce que tout pouvait se démonter et se remonter. Liang Tzu-cheng, qui va poser cette question sur le patrimoine, vraiment s'interroge sur la question de monument, comme va le faire Françoise Choé. On parle d'un patrimoine monumental qui appartient, on va dire, à l'entièreté de la population mondiale, c'est-à-dire un bâtiment qui va faire histoire pour la population chinoise et qui va partir sur les temples, sur les pagodes et sur les bâtiments, les monuments fondamentaux. À l'intérieur du temple, comme celui de la maison, la construction est la même. C'est le même principe. En Chine, il ne va pas y avoir de différenciation sur les systèmes constructifs, même sur l'idée et même sur la manière dont on va rentrer à travers ces seuils que la dernière fois, dans le premier cours, nous avions abordé.
l'idée de seuil, d'espace tampon, de vide dans un vide, en fait, qui va amener une gradation de rentrée de l'espace le plus public à l'espace le plus privé, est présent dans l'entrée d'un temple et dans l'entrée d'un logement ou d'un quartier. Ce qui est intéressant par là, c'est que je vais vous parler de la question du patrimoine en dehors de l'idée du monument et à travers, finalement, encore une fois, ces logements. Et pourquoi? Parce que je pense que, d'une manière fondamentale, d'interroger la notion de patrimoine d'une ville à l'heure de l'Anthropocène, c'est reconsidérer ce qu'est le concept même de ce patrimoine bâti que nous pouvons avoir. C'est-à-dire d'imaginer la ville, l'ensemble et les constructions sociales que nous fabriquons dans l'espace urbain, ou peut-être dans l'espace rural, mais ici la question c'est l'urbain. Comment cet espace qui est bâti est un élément qui est déjà une première ressource sur lequel on doit se poser la question de la transmission des générations futures. Partir de l'idée chinoise que ces réalités matérielles n'ont pas l'ambition de ne voir à jamais périr est un élément intéressant pour imaginer un système qui est perpétuellement transmissible, on va dire, de manière dématérialisée. On peut finalement décombiner. Mais ce qui est intéressant dans la notion de patrimoine de garder, c'est jusqu'où on peut pousser, où on peut utiliser une structure pour y recevoir, en quelque sorte, la vie et un fonctionnement social dans un espace urbain. Et s'interroger sur la notion de patrimoine à Shanghai en revenant sur les Lilong de Shanghai, c'est s'interroger sur comment une ville qui a besoin de passer de 4 mètres carrés habitants arriver à une réalité physique dans les logements, à 4 mètres carrés par logement à l'intérieur des logements, à 17 mètres carrés, 20 mètres carrés, en ayant multiplié sa population de 9 millions à 25. Donc ça, c'est effectivement une transformation énorme et un besoin social de logement où, bien sûr, les matières telles que la brique et le bois n'ont pas pu recevoir et des squelettes en béton ont inondé la ville de Shanghai et construit une nouvelle strate, une nouvelle ligne d'horizon ou une nouvelle limite de construction possible qui est celle des 33 niveaux, on va dire, de référence sur la construction des logements dans la ville. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette tension avec la construction contemporaine ou l'idée de tension qui va se créer, la dernière fois je commençais à en parler sur le fait que si on va créer 30 étages au-dessus d'une ville ancienne qui est en R+2, on va créer une pression dans ce vide-là sur une capacité de n'importe quel bâtiment qui fait 2 niveaux, sur n'importe quel espace urbain de la ville, de pouvoir construire par-dessus 31 étages possibles de logements. Ce que là, dans le concept ancien du patrimoine chinois, en disant super, on peut faire 31 familles, 31 foyers, 31 logements au-dessus d'une maison qui est prévue que R+2, effectivement, on va rajouter une incapacité technique, les fondations, la construction, de rajouter ces 32 étages. Donc effectivement, la ville va s'empiler. Mais elle va rester constamment en tension avec notre mode d'habiter et le fonctionnement qu'on peut avoir sur un élément accessible et transformatif va toujours être en tension. D'où le fait que ces Lilong vont vivre une pression que j'appellerais en quelque sorte par le vide. Et le concept de patrimoine va être toujours en tension sur ces espaces des possibles qui sont constitués par finalement une construction éventuelle d'un développement urbain. Donc, on rentre sur le premier projet qui a fait école à Shanghai. Là, on arrive dans les années contemporaines. La notion de Liang Tse-chung, qui est revue avec la nécessité de ruine, le questionnement de la ruine avec Wurong. On va avoir une réinterrogation sur l'histoire qui n'est pas présente, mais qui est là dans le passé. C'est vraiment un des concepts forts que Wurong, historien de l'art, va toujours mettre en valeur. C'est-à-dire, l'histoire n'a pas forcément besoin d'être, elle peut exister dans la mémoire ou dans le souvenir qu'un élément existe. C'est pour ça que souvent, quand ils vont avoir dans les peintures traditionnelles, on pouvait avoir une tortue avec une stèle qui va représenter toute l'histoire de la ville, mais sur la stèle, il n'y aura rien d'inscrit. Parce que ce qui est important, c'est que cette histoire elle-même est en mouvement et que la conception, on va dire, contemporaine de l'histoire fait partie d'une réalité chinoise, c'est-à-dire qu'elle se réécrit. L'histoire elle-même est ce qu'on en comprend et ce qu'on en fait au quotidien et au présent. Voilà pourquoi je vous parle de ça, parce qu'on va rentrer sur, finalement, qu'est-ce que nous racontons, quels sont les récits
que nous fabriquons et quels sont les éléments que l'on va faire accepter pour tolérer cette ambiguïté entre du 30 étages et du R+2 et dire qu'effectivement, il faut garder des quartiers anciens dans la ville de Shanghai. Et effectivement, ce sujet qui a été mon sujet de thèse et qui reste un sujet qui me passionne, qui sont ces entités urbaines qui s'appellent les Lilong, vont être perpétuellement en tension avec ça. Le premier projet qui va faire office de patrimoine. On est en 2003, Shanghai va commencer à classer différents quartiers en prenant exemple sur les ZPPAU françaises, sur les zones de protection et paysagères du patrimoine, et instaurer des quartiers historiques dans la ville et de la protection de différents blocs de Lilong. Différents Lilong vont être protégés. Mais qu'est-ce qui va être protégé? Qu'est-ce qui va faire patrimoine par rapport à notre propre conception du patrimoine? Xintiandi est le premier exemple qui va vous montrer quand même cette espèce de dystopie de reconstruction de l'histoire. Xintiandi, le Lilong de l'étoile prospère, en quelque sorte, autrefois, a été construit entre 1910 et 1920, et il va héberger de nombreuses familles jusqu'à la période de la Révolution, jusqu'à la période du maoïsme. Tout va être redistribué, sous-divisé, comme ce que je vous ai présenté dans les dernières années. En 2003, il va y avoir un projet qui va être lancé, suite à l'annonce en 1996 de l'ouverture de tous les quartiers anciens et de toute la ville comme un espace de promotion immobilière. La vieille ville, dans son entièreté, était une parcelle en construction possible pour de l'investissement immobilier. On a acheté un territoire avec les résidents sur place. On devait relocaliser toute la population en périphérie dans les grands ensembles, comme on l'a vu, et après y construire un projet urbain. En 1996, Shweon, avec Vincent Lo, Shweon Land Ltd, qui est une grosse entreprise, on va dire, de promotion immobilière, dirigée par Vincent Lo, va acheter dans un territoire très central à Shanghai de nombreux terrains sur lesquels il va dire « moi je vais investir ces différentes années et construire en phasage avec les éléments du patrimoine qui sont protégés, un développement immobilier ». Donc il va investir sur un vide qui est le vide potentiel à construire ici, tout en sachant que derrière il va falloir justifier une emprise patrimoniale. L'emprise patrimoniale qu'il va justifier, c'est un tout petit bloc de Lilong, sachant qu'il comprend environ 6 à 8 de développement. Il va le mettre en compétition avec une agence d'urbanisme qui s'appelle SOM, avec Nikon Sekkei et un bureau d'architecture qui s'appelle Benwood Studio, qui en 1997 vont commencer à travailler sur le projet. Donc là, vous voyez finalement la création d'un vide, et là où vous avez ce trou, c'est ce qui a été conservé. Donc c'est ça qui devient paradoxal. C'est-à-dire ce qui est patrimoine ou ce qui va faire patrimoine, c'est ce qui a été enlevé. Et ensuite, ce qui a été construit. L'entreprise l'architecte et le bureau d'urbanisme va avoir recommandé 2 éléments. Le premier élément, c'est de dire que le projet de protection du patrimoine, ça va être ces 2 blocs, mais tout autour, dans les autres parcelles, ça va être création d'une tension et finalement d'une gentrification extérieure créée par ce vide qui est offert à toutes les tours environnantes. Donc il va créer de la gentrification planifiée et justifier que le patrimoine, comme il l'appelle, et comme tout le monde va commencer à adhérer en 2003 à Shanghai, en disant il faut passer par ce niveau d'acceptation que le patrimoine peut être reconstruit et recevoir une nouvelle structure, et qu'il peut être justifié sur une valeur financière périphérique. C'est-à-dire qu'il va falloir créer une justification. Donc la phase 1 comprend 52 hectares, elle va démolir pratiquement l'entièreté du quartier, avec quelques petits blocs qui vont être conservés, et reconstruire en fonction des analyses un pastiche qui va reprendre le système constructif qui était mis en place, bien sûr en simplifiant et en utilisant des matériaux différents, et créer un espace où il va y avoir 25 000 m² de commerce, un hôtel, des bars, un club, un parc à côté, et derrière, le vrai projet qui est Lakeville Villa, le reste immobilier. Donc là, vous vous retrouvez dans l'espace de Xintiandi, qui est l'espace que tous les touristes contemporains, même encore aujourd'hui, vont à Shanghai, vont tout de suite aller à Xintiandi pour voir finalement ce quartier. Il faut imaginer qu'en 2003, c'était l'un des seuls quartiers considérés comme ouverts
à une population étrangère, il y avait des bars, des clubs, d'autres manières de faire la ville. Vous pouvez y boire des cafés. Donc voilà les schémas justificatifs. Et voilà l'élément qui va faire en quelque sorte patrimoine. Vous voyez ce petit schéma de SOM tout à gauche qui va montrer la rue Roi-Rail qui, elle, est la première à avoir créé des tours. On va créer des axes de développement urbain. Et il va dire Xintiandi va être au centre. Dans cette parcelle-là, on va continuer de construire. Et le vide qu'on va créer et qu'on va offrir, ou quand vous construisez des tours tout autour d'un espace, c'est formidable. Vous avez une vue sur un parc, vous avez une vue sur un espace ouvert, et vous avez une vue beaucoup plus dégagée que si toutefois quelqu'un construisait en face de vous un bâtiment. Donc la notion, comme on peut l'avoir en France, de protéger un quartier ou de protéger un bâtiment, parce que tout autour, dans cette zone de protection, la zone est en projet, il faut imaginer la densité du projet possible en Chine. Et il faut imaginer la densité du projet possible dans la ville de Shanghai. Donc le vide qui est constitué, et cette pression qui là va être foncièrement économique, eh bien, elle va constamment tenir sur le fait que la protection de ce lieu-là est sous-entendue non pas pour représenter l'histoire ou le bâtiment en soi, mais c'est le vide qui est protégé, c'est le système et pas du tout le bâti, et c'est une première exemplarité. Ce qui est terrible dans ce processus-là, c'est que il a été créé et il a été choisi comme un des lieux à protéger pour la première raison fondamentale et qui va devenir une exemplarité, parce que cette photo, c'est l'endroit où s'est passé en 1921, dans une petite pièce de 16 mètres carrés, la première réunion du Parti communiste chinois, où Mao et ses acolytes ont constitué les premières bases du communisme ensemble. L'histoire est très intéressante de se dire que finalement, Mao a pu, ou l'histoire du communisme a pu commencer dans ce lieu-là, parce que c'était des lieux, comme je vous l'expliquais la dernière fois, de seuil et d'alternatives dans un territoire complet de la ville. C'est-à-dire qu'on pouvait se cacher, créer des alternatives. Personne ne savait où c'était. Même Mao lui-même disait qu'il s'est perdu pour y aller. Mais il a fini par trouver ce lieu et la réunion a eu lieu. Et même dans les idées, finalement, de création d'alternatives, parce qu'on est sous la période de Chiang Kai-shek, etc., eh bien, cette création-là doit et peut se passer dans un lieu particulier. Il décide de le préserver en partie et majoritairement parce que ce prétexte-là. Parce que le tourisme rouge, parce que le tourisme autour de l'histoire du communisme actuel en Chine, du maoïsme. Ce qui fait que, bien sûr, des gens vont venir se prendre en photo. Tous les Chinois, on va dire, du territoire de la Chine entière, quand ils viennent à Shanghai, ils vont voir cet endroit où s'est déroulée la première réunion et où va se dérouler l'exposition qui va vous expliquer les premières bases fondatrices de l'actuelle politique mise en place et retransformée par différents dirigeants, dont Xi Jinping est le dernier. C'est très important parce que c'est une vitrine et qui reste et qui est ici, pour la ville de Shanghai, un élément fort qui est utilisé. Donc on est dans un espace où l'histoire elle-même, malgré la reconstruction de ce bâtiment-là, va raconter les bases et le début d'une histoire politique. Au-delà de ça, on est sur la phase 2, là je vous amène sur les Lilong qui étaient juste à côté de cette phase-là, qui attendent finalement d'être développés par Shui On et Vincent Lo, qui avaient eu cette très bonne idée d'acheter plein de parcelles dès le départ et de le faire en phasage, c'est-à-dire est-ce que Xintiandi va fonctionner? Ça a été un succès phénoménal. On est passé sur un espace où les gens qui vivent dans ces bâtiments ici vont louer leur logement ou payer environ 60 yuan par mois. Et si vous voyez, ce qu'on ne voit pas d'ailleurs sur les prix, c'est que vous voyez le prix de ce qui est juste en face, Lakeville Villa, où là, on est sur du 40 000 par mois. La publicité du prix de loyer est en face à face, on passe du 60 à 40 000. C'est quand même si l'espace est beaucoup plus grand, on se rend compte de l'intensité de ce qu'a créé ce vide et cette histoire autour de Xintiandi. Les tours qui sont ici, là on rentre dans la phase 2 de démolition, dans le Lilong où vous avez vu ce panneau qui n'est plus, et le développement du reste, avec toute une idée de construire et consolider le développement du patrimoine, mais ça on y reviendra, par d'autres biais.
parce qu'effectivement, Benwood Studio, Shweon ont été critiqués, ils ont gardé quelques carcasses ou quelques bâtiments. L'idée fondamentale était de dire que l'ancien coûtait trop cher et qu'il fallait détruire pour reconstruire, c'est de la reconstruction. On appelle ça Gaijian en chinois. C'était des mots qui rentrent dans les concepts de patrimoine. Gaijian, ça rentre dans cette idée de cycle, justifiée par une histoire passée en disant « nous reconstruisons et nous fabriquons des Chinatown, en quelque sorte, sur notre propre territoire ». Et cette capacité de le faire passe par ce premier exemple au niveau national. Xintiandi va devenir une vitrine nationale d'un processus que j'appellerai de la Xintiandisation. À partir du moment où on va rentrer dans des agences en 2005 et qu'on doit construire, parce que je parle bien de construire, un quartier patrimonial, eh bien, dans toutes les agences d'urbanisme, on dit, écoutez, prenez l'exemple de Xintiandi, vous ne gardez que cet élément construit des années 90, notamment, pourquoi pas, une église, justifiée par je ne sais quelle raison, et de se dire, vous détruisez tout et vous faites un quartier patrimonial, c'est-à-dire quelque chose qui est du R+2. Voilà la folie qui a été créée. Voilà, toutes les villes vont s'équiper. Xintiandi va être développé dans les villes de Hangzhou, il va y avoir dans chaque ville un quartier qui représente un pastiche et qui va finalement évoluer à différentes étapes. Bien sûr, le patrimoine va évoluer et je vais vous montrer d'autres exemples sur cette évolution nécessaire que tout le monde appelait, même les chercheurs de l'université de Tongji, même Roi Nissan qui fait partie des grands défenseurs du patrimoine, ou des personnes qui vont critiquer le côté pastiche, mais qui se disaient que pour faire accepter au gouvernement et aux investisseurs, cette possibilité d'une capacité à garder des logements devait passer par cette ouverture de marché et sur la capacité que, en gardant, on créait finalement une bulle immobilière tout autour qui permettait d'augmenter les loyers et le prix à l'achat. Donc les phases se développent. On va rentrer sur un système qui va changer et au-delà de ça, il faut savoir que Xintiandi, comme bien des lieux, avait commencé à créer ces alternatives. Comme va le dénoncer Qin Shao dans son livre Shanghai Gone, elle va montrer à travers un des shikumen qui a été gardé comment une famille qui avait acheté en 1923 cette demeure que vous voyez ici, en 1950 s'est vu confisquer sa maison mais qui ont gardé les titres de propriété, qui est parti de Chine et qui en 1992, avant que Shweon rachète le territoire, redevient propriétaire de son logement en rachetant plus ou moins les parts au gouvernement pour relocaliser les personnes qui étaient dedans. Ils sont redevenus propriétaires. La troisième génération redevient propriétaire de son lieu. Ils y créent à l'intérieur, ils vont y investir 50 000 yuan, ils font une maison de thé, ils vont installer un élément en se disant « oui, il faut qu'on change et faire quelque chose parce que c'est trop grand pour nous ». Et ils imaginent le Xintiandi possible. Café, bar, restaurant, évolution. Ils le portent. Ils le font par eux-mêmes. Mais bien sûr, ça ne rentre pas, et ça n'est pas rentré dans le projet de Xintiandi, et ça n'est pas rentré dans le projet total. Ce qui va évoluer à travers les années, mais cette dynamique-là existait depuis le départ. Et ça se fait par nature, si je peux me permettre, dans les espaces où il y a des possibles. Dans ce vide qui peut être, pour n'importe qui, à n'importe quelle échelle, un espace de transformation. Et notamment pour l'humain, qui lui-même va toujours essayer de faire usage du vide. On a peur du vide, on utilise le vide de manière systématique, même si, bien sûr, si on l'abandonne, c'est les non-humains qui vont y prendre place, c'est le végétal, c'est d'autres éléments, c'est la poussière, c'est les particules qui vont s'intéresser à ce vide-là. Donc lui, ils vont être évités, ils vont être mis dehors. Cette famille qui était au départ va se faire éjecter et à travers les différents moments de l'histoire, rentrer dans un procès, une attaque, etc. Je vous invite à lire Shanghai Gone de Qin Shao, qui est formidable pour comprendre les processus d'éviction forcée et tous les combats et les recours juridiques qui peuvent être faits, jusqu'à en arriver aux dernières années après son livre, les entretiens que je faisais avec les héritiers de Rexu Jing, qui nous expliquaient que, pour simplifier cette histoire, le gouvernement avait changé le chiffre du cadastre. C'est-à-dire qu'ils avaient même recréé l'histoire. Ils se battaient pour une parcelle qui n'existait plus. On rentrait dans un nouveau vide de l'histoire, une recréation de l'histoire, utilisée à d'autres fins. Donc voilà un peu le côté un peu perverse parfois de réécriture de l'histoire et de compréhension contemporaine qui existe dans toutes les villes du monde. Bien sûr, Xintiandi phase 2 va aller plus loin. On est sur un projet immobilier où fabriquer une tour. Écoutez, si c'est pas vraiment au bon endroit et dans l'idée de concept de se mettre devant la rue,
on n'hésite pas à prendre tous les moyens possibles et déplacer de 50 mètres, 100 mètres des logements. C'est des pratiques tout à fait récurrentes dans la ville de Shanghai, où les bâtiments, même si ce n'est pas le cadastre qui bouge et qui change de numéro, les bâtiments eux-mêmes se déplacent. Parce que les enjeux sont beaucoup plus forts. Les enjeux de la pression sont forts. Donc on peut déplacer une maison. Il suffit de passer en dessous, on enlève les pieux, on déplace et on soulève. Ensuite, ils vont passer avec un système de treuil, ces superbes machines ici, et ils vont faire rouler doucement la maison sur le nombre de mètres nécessaires pour ensuite laisser place au front de rue, où là, la pression et le prix et coût de construction est beaucoup plus prometteur. Donc voilà, vous voyez la maison qui est en train de glisser nonchalamment vers les 50 mètres possibles. Le deuxième exemple qui va être utilisé à Shanghai, c'est Jianyeli. Encore un cas très particulier où là, on va avoir sur Rengshanlu, on est dans l'ancienne concession française, un bloc qui a été construit entre 1929 et 1930, qui est protégé par sa type de construction. Il a été fabriqué, pour la petite anecdote, par la société franco-chinoise Jianye. On est dans l'endroit où il y avait des mélanges entre les promoteurs immobiliers qui étaient des promoteurs français à l'époque, qui travaillaient avec des Chinoises, qui travaillaient avec des banques. C'était vraiment une hybridation. Il faut comprendre cette hybridation. Et celui-là avait vraiment une hybridation entre la forme et son fonctionnement, notamment, par exemple, les cuisines étaient plus à titre occidental, mais on allait avoir une forme qui respectait des principes traditionnels chinois, comme des murs coupe-feu pris d'un système anglais, depuis les murs coupe-feu qui montaient à un certain niveau, qui étaient repris pour séparer les différentes maisons, qu'il a respecté un côté traditionnel chinois dans sa forme, en faisant des murs séparateurs à tête de cheval, comme ils appellent, et vu que je m'appelle Cheval, c'est un plaisir de le dire. Donc, vous voyez, c'est les espaces crénelés entre les maisons. Là, il va être récupéré, et donc ce bâtiment, lui, va effectivement rentrer aussi dans les listes des bâtiments protégés. Donc, ce que vous voyez, notamment le vide, c'est-à-dire tout l'espace des logements et la carcasse qui va être gardée, eh bien, c'est ce qui va faire patrimoine. C'est-à-dire ça a été conservé, formidable, l'intérieur est trop enchevêtré, détruisons tout l'intérieur, gardons une carcasse, voici le deuxième exemple qui se met en place, qui était paradoxal. Parce que quand les promoteurs qui vont acheter cette parcelle-là, qui sont Rengfu et Portman, vont gérer finalement un développement immobilier qui va aller vers de l'hôtellerie, vers effectivement du développement de luxe, un peu comme Xintiandi, mais en disant que oui, nous allons possiblement recréer une maison pour une famille comme ça l'était au départ. Ils se rendent compte que l'investissement immobilier ne fonctionne pas en disant on va faire des logements qu'on va redonner à une famille. C'est-à-dire une maison, une famille, et jamais subdivisée. Ça, c'était l'exemple, se dire on peut redonner l'espace qui était créé dans le permis de construire, mais qui n'a jamais été une réalité dans la ville, c'est-à-dire d'avoir une maison ou une seule famille qui vit dedans, ça n'a jamais existé. Mais là, de se dire c'était construit comme ça sur le permis initial, revenons sur l'idée du permis de construire initial, développé et déposé sous une institution française. Ce qui est passionnant, c'est que vous pouvez aller voir les archives, vous pouvez lire les dépôts de permis de construire de l'époque, tout en français, en Chine, qui possède énormément d'archives. Donc, ce permis de construire, on va repartir sur cette base. Il va y avoir une partie qui est prise par un architecte qui s'appelle Kukai Studio, qui est géré par Li Wei, on va dire un des architectes en chef, mais avec des Italiens qui ont une conception vraiment différente du patrimoine, qui va être celui de restaurer l'ancien et améliorer et, on va dire, traiter l'espace. Et ça va diviser le quartier en deux parties. Portman va se dire, on n'est pas capable non plus de faire la totalité à l'image d'eux. Il va falloir faire des logements, de l'hôtellerie de luxe avec des logements qui vont être de 300 mètres carrés. Donc, ils vont détruire les 2/3 et la partie au fond, je ne sais pas si on voit oui, on voit la flèche, ici, et la partie qui va être restaurée. Donc, les deux vont être amalgamés. Ce qui est terrible, c'est que effectivement, toutes les familles qui ont été relogées, qui au départ ne devaient pas être pour de l'hôtellerie de luxe, vont énormément porter plainte. C'est les premiers moments où on va avoir des combats, comme va l'étudier Valérie Laurent. Il va y avoir dans sa thèse tous les processus d'éviction forcée et toutes les plaintes que vont faire les habitants. La situation de Xintiandi est à un niveau 2, la ville évolue dans son expérience et la population va se battre de plus en plus. Sachant qu'en 2003, les évictions forcées vont commencer à être dénoncées. Différentes évictions vont induire au fait qu'il va falloir vérifier systématiquement les droits que les habitants ont. La ville chinoise va
instaurer un système de protection de ces logements qui se rapprochait vers un développement, on va dire, très très léger vers les droits de l'homme, pour les évictions forcées, et qui interrogeait finalement les processus de négociation qui étaient mis en place. Donc ce relogement, c'est un problème, mais c'est entre 2003 et 2006 que tout va se fabriquer. 36 micro-entreprises et 1050 foyers vont être relogés, et le projet va être constitué. Donc, vous voyez, tout était construit de cette base-là sur la partie à gauche qui va être restaurée, c'est-à-dire Kuka Studio va faire tout un travail de restauration sur la base des permis de construire, enlever tous les commerces informels, enlever les extensions qui étaient considérées comme informelles, tous ces éléments qui s'étaient développés avec le temps, et repartir sur un système d'intégration effectivement du confort moderne à l'intérieur, WC, climatisation, etc. dans la ville de Shanghai. Donc ils vont faire ce petit projet, mais à côté, évidemment, comme vous le voyez, le plan a été complètement changé. C'est-à-dire que toute cette construction à gauche se déployait sur l'entièreté du quartier avec un château d'eau, avec un système qui déjà à travers les années, entre les années 70 et 80, la ville avait équipé ce quartier de châteaux d'eau courante, de gaz de ville et d'électricité. Donc déjà, le quartier avait vraiment évolué. Mais il va être reconstitué. Donc là, le vide va être détruit et le côté du projet de Portman va faire un scandale et attendre jusqu'à environ 2018 que le projet ouvre à cause de tous les scandales qu'il y a pu y avoir à l'attaque du maire et à l'attaque finalement du fait que des familles étaient mises à la porte pour refabriquer des logements vendus à l'extrême. C'était impossible à la ville de revendre à une seule famille un logement. Pourquoi? Encore une fois, pour cette pression que le vide sous-entend. Parce que le prix foncier, la valeur foncière, est telle que personne n'est en capacité d'acheter un logement sur lequel vivre ici. Une sous-location ou une location pouvait être déjà elle-même très chère. Donc, ça a été dénoncé. Au final, le projet de Portman a été reconstitué. On se rend compte que la partie ici, qui est celle du Portman, va réutiliser un langage différent. Celle-ci, c'est de l'autre côté où on va avoir une restauration. Vous voyez enfin une image qui vous permet de voir les magnifiques matotians qui sont les murs coupe-feu entre 3 unités d'habitation. Vous voyez qu'ils ont traité les briques, qu'ils ont traité les logements et que la construction a pris et montré de manière modèle comment pouvait être restauré. Avec ce très bel outil qui a été, à travers l'amalgame entre les deux, de ne pas pouvoir justifier qu'est-ce que c'est que restaurer, et le deuxième amalgame de dire que restaurer revient systématiquement plus cher que détruire et reconstruire. Encore une fois, les gouvernements, les promoteurs vont utiliser ce prétexte en disant que ça coûte trop cher de restaurer, beaucoup plus cher que de détruire et reconstruire. L'autre exemple qui, lui, va porter dans la ville, je vous montre des cas qui sont utilisés comme modèle par tous les chercheurs. C'est-à-dire tous les chercheurs qui vont questionner le patrimoine, que ce soit même les plus contemporains comme Sharon Zukin qui va arriver à Shanghai et qui va faire ses études, va essayer de comprendre tous ces processus-là. Et ces Lilong sont les premiers toujours utilisés comme exemple. Et même quand on fabrique une thèse ou une recherche sur un projet en les mettant de côté en disant « je ne travaille pas sur ces logements-là », il faut pouvoir systématiquement le justifier parce que pour tout le monde, c'est les cas d'exemplarité sur lesquels, si on parle d'un autre vide, les autres espaces ne sont pas étudiés. Et donc, ici, il y a de la quantité d'informations sur lesquelles travailler et créer ces récits-là. Le troisième, c'est Cité Bourgogne, qui s'appelle Cité Bourgogne. C'est un autre Lilong qui a été fabriqué entre 1930 et 1931 par la Société foncière et immobilière de Chine, qui est dans l'ex-concession française, qui était de belle qualité, de belle facture et qui joue un rôle assez intéressant, d'avoir un lieu où tous les Lilong portaient des noms chinois et tout était nommé, parce que quand je vous expliquais au début du cours dernier, on va rentrer dans un espace où on rentre dans un temple, on va passer la première porte, où on va rentrer dans une entité urbaine. Ici, on va rentrer dans Cité Bourgogne. Et ensuite, il va y avoir ces allées et ces impasses qui vont distribuer les différents logements, mais ça, c'est le groupe urbain, et on va rentrer de manière un peu cérémoniale dans cette adresse-là. Il faut savoir qu'à l'époque, quand Shanghai était construit dans les années 30, tous les Lilong qui étaient listés et qui constituaient les 80% des logements de la ville, c'était leurs adresses. Le nom du Lilong devenait une adresse. On avait le pays, la ville, ensuite
plus ou moins la rue, et ensuite le nom du Lilong. Et dans ce Lilong, ensuite, il fallait savoir les allées, les impasses et qui habitait là. Et là, c'est très compliqué pour avoir un système postal à l'intérieur de ces logements, où dans un logement, on ne savait pas combien de familles y habitaient et exactement qui récupérait. Donc imaginez le système de courrier. Mais ceci dit, ça vous montre tous ces filtres pour aller du plus général au plus particulier. Donc Cité Bourgogne, lui, c'est le premier exemple qui va utiliser un système d'exemplarité en se disant on va faire de la restauration en gardant les habitants à l'intérieur, en faisant un système où on va mettre et proposer un système de participation où l'apport du confort contemporain peut être fait. Ils vont leur proposer un système où financièrement ils vont pouvoir pas participer, vont devoir participer, c'est-à-dire que le gouvernement va, vu qu'il est classé, s'en servir d'exemplarité pour le moment de l'exposition universelle. Vous voyez ces 3 dates, hein. C'est un moment où quand on est dans les années 2003, on prépare l'exposition universelle et le moment où énormément d'étrangers vont arriver. On prépare le moment où un boom de la Chine et le boom de Shanghai va jouer. C'est le moment vitrine. Et là, il va falloir montrer des exemples de ce qui peut être fait ou de ce que la ville constitue et construit. De toute façon, on était dans une création complètement fédératrice de fabrication de l'espace par la ville. Hein, il faut se rappeler que le titre de l'exposition universelle de Shanghai, c'était une ville rêvée. Hein. On était sur le concept de ville et la ville elle-même, elle devait être le centre des intérêts, parce que c'est par la ville que s'interrogeait le développement chinois. Mais bon, ça ne reviendra pas dessus. Enfin bon, tout ça pour vous dire que Cité Bourgogne voulait, dans un autre arrondissement, avec les différents maires, montrer un exemple différent. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut garder la population, mettre au confort moderne, garder les principes où on va nettoyer les briques, partir sur un système de soins autour du bâtiment et des logements, tout en gardant ça, et qu'est-ce que ça crée? Effectivement, ça leur a coûté quand même pas mal d'argent, comme ils vont toujours le mettre en avant, mais ils ont vraiment traité, d'un point de vue social, les familles qui étaient sur place. Certains vont avoir refusé de eux-mêmes accéder au confort moderne, de se dire « je ne veux pas que ma cuisine soit réhabilitée, je ne veux pas que les toilettes soient installées chez moi, ça va prendre de la place, ça ne sert à rien, je continue d'utiliser mon pot de chambre que je jette dans la latrine à l'entrée, je ne veux pas ce confort-là ». Pour 2 raisons. Pour des raisons d'habitude, des personnes âgées qui, eux, veulent garder l'espace comme il est, et ils gardent finalement la manière de vivre. Et l'autre élément qui était en pression, c'est que toute gentrification planifiée est elle aussi en tension avec l'autre élément qui est perpétuel dans la ville de Shanghai et qui est même montré dans les exemples de patrimoine, la destruction. Quelqu'un qui a un droit d'usage dans un espace comme celui-là, et la gentrification généralisée d'un logement par droit d'usage, finalement n'existera jamais parce qu'il y a toujours des processus inverses où des gens qui ont un droit d'usage à l'intérieur, eux, ce qu'ils attendent, c'est que ça soit détruit et qu'il soit relocalisé. Et qui touchent un dédommagement de ce logement-là. Donc eux n'ont pas intérêt à dire qu'il faut maintenir leur bâtiment en bonne qualité. Donc on va toujours avoir cette tension. Ici, bien sûr, ça a été un projet soutenu par le comité de résidents, comité de quartier, tout le monde devait montrer l'exemplarité, donc ça a été largement suivi. Ça a été largement suivi et finalement, le processus a été relativement bien fait. Il faut imaginer derrière plein de petits systèmes très intéressants, comme finalement l'entreprise des WC qui va être mis par un des personnages du gouvernement en disant bah, écoutez, quand on est dans une structure où on rajoute des toilettes à chaque étage, il va falloir faire un système où on ramène les eaux usées, il va fabriquer tout un système particulier qui va pouvoir s'insérer à l'intérieur des logements à n'importe quel niveau. Les WC, pour que les familles finalement rentrent dans ce processus-là et qu'ils se sentent vraiment concernés, devaient payer. Ils devaient payer à hauteur de 50 €, enfin 500 yuan, ce qui est quand même pas rien. Mais qui montrait en fait finalement une prise en disant mais moi aussi je veux accéder et je rentre dans ce processus de faire. Donc on a quand même environ 80% des familles qui l'ont installé, certaines qui encore de manière contemporaine ne l'utilisent pas, hein, ça reste un placard. Il y en a qui le gardent encore comme un placard, d'autres qui s'en servent vraiment. Et ici, on va avoir quand même encore de la sous-location qui existe. Le principe de tout nettoyer et de l'utiliser comme un exemple, hein, ça a vraiment été montré. Au fur et à mesure des années, bien sûr, tous les architectes qui ont travaillé à l'université de Tongji sur ce processus-là sont un peu dévastés parce que, bien sûr, laisser les pierres apparentes, laisser ces briques apparentes ou la pierre de manière apparente avec ses taches et ce côté patiné,
pour eux, c'est pas prendre soin. Ils ont fini par repeindre. Ils ont fini par repeindre sur les briques, ils ont fini par repeindre sur les pierres. Et là, on va avoir cette dualité d'un élément qui est perpétuellement sur une autre conception que nous avons de ce qu'on considère être, ce qui va faire histoire et patrimoine. Ce qui est intéressant, l'important, comme que j'aime toujours rapporter, la vie a toujours pour moi le devant. C'est eux qui prennent plus ou moins l'importance sur l'architecture. L'architecture elle-même n'existe que par finalement la vie qu'on y produit à l'intérieur. L'autre exemple qui est largement utilisé, c'est Tien Tze Fang. Voilà le 4e exemple, et là, donc Cité Bourgogne, exemplarité qui va être utilisée en disant on sait faire du patrimoine, mais relativement en partie tenu par un échec, ça coûte très cher, on reste sur cette justification-là. Ceci dit, c'est un des très très bons exemples de montrer comment la réhabilitation peut être faite et le fait que les habitants continuent d'habiter à l'intérieur avec tout un mode de vie très très enchevêtré qui reste proche d'une réalité. Hein, c'est encore très intéressant d'aller étudier là-bas, de voir quand d'un seul coup il pleut et que les voisins vont aller chercher le linge de tout le monde rentre et sort, d'un seul coup il y a l'alerte, il se met à pleuvoir. Cette scène-là est récurrente et notamment, j'y pense par hasard pour citer Bourgogne, mais en tout cas vivre ces scènes-là, c'est encore du quotidien, en plein centre de Shanghai. Tien Tze Fang, c'est une autre opération. C'est une opération qui est, là, pour moi, j'appelle ça de la gentrification exacerbée. Alors là, du coup, c'est très marrant, mais c'est que les spécialistes de la Chine qui pourront tout à fait être amusés par ça, parce que principalement, les gens vont expliquer que Tien Tze Fang est un système de développement patrimonial de ces quartiers-là par une augmentation participative et une grande réussite fabriquée par les habitants, la co-construction, la transformation d'un lieu. Pourquoi? Parce que Tien Tze Fang, c'est 2 hectares, 1600 habitants, et c'est parti d'un développement spontané qui a été fait par un artiste qui s'appelait Chen Yifei et Ardong Tien, qui avait monté un atelier sur un espace qu'il savait qui avait été racheté par le promoteur Ming Guangzhongxing, qui allait fabriquer une nouvelle sortie de métro sur le bloc sud et un grand développement immobilier sur le bloc nord. Le promoteur allait commencer par le métro et son centre commercial de milliers de mètres carrés, je ne me rappelle plus, donc je ne donne pas le chiffre, mais c'est impressionnant. Va commencer par ce projet-là, et en parallèle, le Lilong qui est en face n'est pas relocalisé, et les habitants se disent, si on fabriquait une alternative, et si on essayait de dire qu'ici, on pourrait faire quelque chose. Donc ils montent ce petit atelier, ils vont ouvrir un petit restaurant, un petit bar, vraiment caché, au milieu d'un bloc, qui commence au fur et à mesure du bouche à oreille à être connu. Le gouvernement, c'est la période, bien sûr, on est encore en 2005, on va avoir ces idées de regarder qu'est-ce qui va se passer, et on va se dire, mais mince, le gouvernement n'est pas au courant, il y a ce système alternatif qui est en train de se mettre en place, ce qui est faux. Ce qui est faux, la gestionnaire et celle qui était en charge des différents quartiers historiques était au courant dès le départ, a dû alerter le gouvernement de dire attention, et les promoteurs, un système alternatif est en train de se mettre en place. Mais ce qui a été fort, et ce qui est fort de la part du gouvernement, et c'est en ça que ça ne peut pas être un gouvernement, un système participatif ou spontané, ce qui est très rare en Chine de toute façon, c'est que le niveau de connaissance de ce gouvernement-là, en disant laissons faire, de toute façon pour l'instant il n'y a rien qui peut se développer là-bas, l'exposition universelle arrive, voyons où c'est que ça peut aller, laissons faire, c'est pas grave. Et il décide de laisser faire, jusqu'à ce que ça se développe progressivement. Ça se développe progressivement, et puis là, d'un seul coup, le promoteur fait sa sortie de métro, fait son développement commercial à côté, et là, le gouvernement se dit, ce bloc-là, on va voir le développement sporadique de différents commerces et restaurants qu'on va laisser à la charge des habitants, c'est-à-dire tout habitant peut fabriquer des commerces à la place du logement et fabriquer un espace touristique. Et donc là, ils vont commencer à faire ça. Et en commençant à faire ça, le gouvernement va se dire, c'est complètement interdit, c'est hors cadre de transformer quelque chose qui est en statut de logement en un statut de commerce. C'était toléré, on va dire, légitimé politiquement et socialement pendant une période, mais ça restait illégal. Et là, pour la première fois, à Shanghai, le gouvernement et les personnes en charge du patrimoine vont dire on va fabriquer un quartier. Donc là, vous voyez le projet immobilier qui devait tout détruire, avec la belle partie du centre commercial et la partie du Lilong de Tien Tze Fang qui devait être massivement détruite et fabriquée en logement. Le gouvernement va mettre en place, comme le montre très bien Huang Ye dans sa thèse, les différents espaces de progression. Et vous voyez la progression du petit commerce qui va être tout en haut,
ici à l'évolution des usages qui vont être faits par une légitimation d'une zone sur laquelle le gouvernement va dire « dans cette zone-là, vous pouvez fabriquer ceux qui sont là, une zone alternative ». Et cette zone alternative va se développer avec un boom incroyable. C'est-à-dire que ça va rentrer dans l'idée de « mais ça, c'est authentique, ça représente la réalité, c'est le peuple, c'est la population qui va transformer son logement ». Une véritable réussite. Les touristes vont finalement bouder Xintiandi, vont aller à Tianzefang. Les Chinois vont aller là-bas. Tout le monde veut aller là-bas. Parce que c'est là où il y a les petits commerces, c'est là où il se passe quelque chose, c'est la population qui le prend en main. Jusqu'à ce que ça crée finalement un système très connu dans beaucoup de pays au monde de ce qu'on appelle de la super gentrification. Gentrification, c'est passer d'un statut, on va dire faible en marché à quelque chose élevé, si je le simplifie de manière générale. Là, c'est vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que les acteurs avaient déjà créé une plus-value. Ils avaient déjà créé une plus-value, ils pouvaient fabriquer avec leur logement finalement plein d'argent à travers les petits commerces qui montaient, le PP qui vendait des crêpes, enfin il y avait vraiment tous les types de petits commerces. Au départ, un monsieur qui se dit « ah bah tiens, mais moi je vais vendre des pins, c'est tout, j'ai plein de restes », il allait les chercher au marché, puis il les revendait, et on avait le petit PP sur place qui se faisait un commerce incroyable, tout ça parce qu'il s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. Ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure du temps, vu le succès, eh bien, il va y avoir une deuxième pression qui va arriver, eh bien, c'est les personnes extérieures. Et d'un seul coup, des personnes comme Cho Idio va arriver et prendre le pouvoir dans de la sous-location de 100 commerces et créer lui-même une pression. Même le Chen Yifei et Ardong Tien, qui eux étaient des locataires de quelqu'un qui avait des droits d'usage au départ, ou quelqu'un qui était sous-locataire, eh bien d'un seul coup, vous ne pouvez plus payer, tout monter à un prix qui était multiplié par 10, par 100. Là, finalement, le prix qui avait été reporté en extérieur à Xintiandi, là, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur des logements, et cet intérieur lui-même va avoir une valeur qui est insoutenable pour une partie des personnes qui étaient là au départ. Qu'on peut tenir, bien sûr, on peut tenir, mais bien sûr la pression où d'un seul coup, on vient vous voir tous les jours en vous proposant des chiffres qui sont toujours tous les jours pratiquement multipliés par 10, au bout d'un moment, Chen Yifei et Ardong Tien vont vivre en périphérie, ils habitent dans un hôtel, et tout ça fonctionne d'une autre manière à un autre lieu. L'alternative a été reprise et super gentrifiée. La réalité, c'est que des gens, par exemple, qui, eux, ont un bail de sous-location au dernier étage, eux, par contre, ils n'ont pas la même valeur. Donc, il y a encore des personnes qui habitent jusqu'à l'arrivée, finalement, du Airbnb qui va permettre à ces lieux-là, finalement, d'être des lieux de possible, ou de la sous-location en disant « je sous-loue à quelqu'un, un étranger, pendant 10 ans ce lieu-là », ou à quelqu'un d'un peu fortuné ce lieu. Vous pouvez faire des rénovations, ce que vous voulez, vous faites un truc très chic, vous habitez dans le quartier cool, et vous payez pas très cher, parce qu'eux, ils continuent de payer 60 yuan par mois pour avoir un droit d'usage de cet espace, avec une gestion qui est toujours les mêmes gestionnaires, le même comité de résidents, même comité de quartier, il faut imaginer tout ça. Mais il y en a qui vont en souffrir, c'est-à-dire d'un seul coup d'avoir quand même 1000 touristes avec des mégaphones tous les matins en disant « Ni kan yi xia, zhou bien ». Effectivement, c'est pas très agréable, et en même temps, ils participent à ce côté patrimonial qui les attrape. C'est-à-dire cette photo, là vous avez cette scène, vous avez cet élément où il y a marqué « interdit d'entrer cette petite allée, ne pas prendre de photos ». C'est un endroit où, soi-disant, ils n'avaient pas le droit de créer des commerces. Et cette dame qui vivait au 3e étage, qui ne voulait pas être perturbée par ce flot extérieur qui devenait mondial et quotidien. C'est-à-dire par le succès. C'est-à-dire tout le monde rentre là. Et elle était perdue, elle met ce système ne pas prendre en photo, mais même là, elle est rattrapée par la réalité d'une super gentrification. Pourquoi ? Parce que, moi, en étudiant et en étant là, la meilleure scène que j'ai vue et qui quand même était formidable, c'est, il y a marqué nos photos, les touristes qui sont en train de prendre en photo le nos photos comme moi je l'ai fait. Et la dame, exacerbée par cette situation, arrive avec un seau d'eau, le balance sur le touriste en train de prendre la photo de nos photos, plus la dame pas contente d'être en nos photos. Et les touristes étaient ravis, mais ravis. Une expérience authentique dans un quartier historique. Donc la situation était perdue, et perdue d'avance parce que ce vide-là est rempli par un intérêt, ou d'un seul coup, est-ce que finalement un micro-espace comme ça va devenir d'un intérêt, je veux dire international, si bien que finalement, peu importe, les choses ne peuvent pas être comme elles sont parce qu'elles sont traversées par un réseau qui est mondial. Effectivement, si un jour vous allez à Shanghai, pour sûr vous irez. D'autres petits espaces qui, eux, sont plus,
on va dire périphérique, ça va être Yonkanglou, où là, c'est une rue qui va être reprise par un gestionnaire, qui va acheter les droits d'usage pendant 10 ans de tous les petits commerces en rez-de-chaussée, qui va faire accepter à la municipalité qui décide de classer le quartier en disant « on a beaucoup de quartiers informels, ce qu'il faut, c'est recréer de l'unité, on garde les logements en partie haute, moi je vais commencer à faire une gestion des rez-de-chaussée. » Et créer un espace de rue qui est pour les gens qui habitent autour du quartier et au fur et à mesure qui va évoluer avec la ville. Donc là, on est en 2006. Première étape, Chen Yifei va prendre tous les baux et se positionner comme gestionnaire. Et il va être sous-propriétaire, en quelque sorte, comme il s'appelle, de tous ces rez-de-chaussée. En étant sous-propriétaire, il va ouvrir des magasins progressivement, faire des marchés et gérer la transformation de la ville. La ville qui, elle, ne peut pas, ou les services du patrimoine qui ne peuvent pas transformer de manière radicale un espace, parce que s'ils doivent respecter la réglementation, ils sont coincés sur l'informalité qui a été créée. Quelqu'un qui travaille sur le patrimoine et qui est missionné par la ville, le problème de fond, c'est que si vous êtes face à un système informel et que vous travaillez pour un acteur qui est le gouvernement lui-même, vous ne pouvez que respecter finalement les réglementations qui sont en place. Vous ne pouvez pas créer de l'illégalité dans un système qui est demandé par votre client. Un sous-gestionnaire le peut. Un gestionnaire va pouvoir le faire. Donc il le fabrique et il va créer cet espace. Et au fur et à mesure des années, entre 2006 et 2017, ce vide qui va être transféré, c'est cet espace qui va changer. On va passer du petit marché de fruits secs que vous voyez en 2006 à un espace où d'un seul coup, le sous-gestionnaire va trouver une manière de faire évoluer les règles et faire évoluer les usages avec les potentiels acteurs. Et là, ce qui a été marrant dans l'ex-concession française, c'est de le donner, d'ouvrir une petite boulangerie, une boucherie de qualité et un bar français qui s'appelle le Café des Stagiaires. Vous comprenez tout à fait le principe, c'est des stagiaires qui tiennent le bar, c'est pour tous les stagiaires de Shanghai, et c'est des Français. Génial, il y a une boulangerie, en plus une boucherie à côté, c'est formidable, vous êtes à Shanghai, vous êtes à l'endroit où il faut être. Les Français étaient ravis, et les Chinois disaient « Ah, mais tu dois certainement aller à Yonkanglou, c'est là que tu vas. » Bon, peu importe. Ceci dit, ce qui est intéressant dans ce processus de sous-location, c'est qu'au fur et à mesure des années, la rue du marché chinois traditionnel de fruits secs va devenir principalement quelque chose qui va être au départ des expatriés, ensuite un métissage et de l'hybridation, jusqu'à en arriver à un espace qui est complètement transformé. Ce qui est fort, c'est que les règles, qui étaient de l'interdiction, au départ, c'est une voie double sens, on est sur un endroit qui est peu fréquenté, qui va arriver sur une fréquentation piétonne, une sortie des bars dans les espaces de la rue, qui vont commencer à investir l'espace piéton et marcher là où les voitures sont, si bien que le gestionnaire va réussir à faire un système de pression en disant il faut passer la rue en voie en sens unique par les usages. Là, ça va être toléré, la rue va passer en sens unique parce que, au fur et à mesure, c'est un succès. Et ça va être encore interrogé, mais par quoi? Par les usages au-dessus et derrière. Les gens qui habitent ici, effectivement, si d'un seul coup, votre rez-de-chaussée devient un bar ultra populaire à Shanghai et que vous vous retrouvez certes à habiter à l'arrière de ces logements qui, eux, sont plus vétustes et pas rénovés, vous vous retrouvez face à ça tous les soirs. Jusqu'à 2h, 3h du matin, les jeunes qui bourrés dans la rue profitent, chantent, c'est le moment où en plus de sa Café des Stagiaires, on entend la Marseillaise, les Chinois ne la connaissaient pas jusque-là, mais on se retrouve dans ce système où, entre autres, on va avoir ce phénomène-là. Et eux vont rentrer en conflit avec eux. Et là, le gestionnaire va se positionner pour aussi faire évoluer les règles de covoisinage. Interdit de faire du bruit, mise en place de gestion où ils ont mis du double vitrage, ce qui est resté un problème l'été. Quel a été le combat et quelles a été les armes? C'était de jeter de l'eau, bien sûr, première chose, de faire partir les personnes en jetant de l'eau. Au final, ils finissent pas par partir. Cette vidéo est extraite du moment où ils ont jeté leur pot de chambre et ils se sont dit aujourd'hui, on fait tous dans des pots de chambre et ce soir, quand il reste, c'est pour eux. Ils l'ont mis en place et effectivement, les règles ont changé. Et au final, les personnes qui restaient sur cet espace ou les fenêtres sont finies par rentrer. Effectivement, le système est plus calme. Et encore une fois, le quartier a évolué avec les usages et le fonctionnement. Et derrière, le gouvernement, lui, travaille sur une réappropriation qui, comme je vous le disais, se doit de faire à travers les règles, parce que le quartier est bien plus vaste et il y a un besoin de restauration du reste. Il va garder les seuls éléments qui sont tolérés par le gouvernement et qui sont rentrés dans la loi, c'est par exemple d'ajouter un étage et ces fenêtres tigres, comme ils les appellent, qui elles, depuis 1970, pour des raisons de maladies pulmonaires, sont rentrées dans un système juridique qu'il est possible de faire des extensions en toiture. Ce qui a très bien marché avec le SAR, c'est qu'il marche encore comme une justification
à l'heure actuelle avec le Covid. Les maladies pulmonaires en Chine, c'est une vieille histoire qui impacte même la physicalité, la réglementation de la construction. Mais en vrai, les meilleurs resteront Disneyland, et reste Disneyland Shanghai qui, à son ouverture, a réussi à fabriquer le plus beau Shikumen Lilong reconstruit dans la qualité, c'est-à-dire qu'ils sont partis des permis de construire, ils ont reconstitué avec un véritable système constructif l'élément qui est la meilleure reconstruction ou construction en partant sur cette base-là. Donc laissons à Disney la Disneyification, c'est les meilleurs et ils l'ont montré encore une fois à Shanghai. Ce qui est paradoxal évidemment parce que bien sûr c'est pas du logement, on est dans la rue ancienne de Shanghai à l'intérieur, à l'entrée de Disneyland et cette partie n'a rien à voir avec la réalité. En réalité, ce qui se passe, c'est que des propriétaires eux-mêmes vont pouvoir le mettre en place de manière individuelle, qu'ils vont commencer à rentrer dans des processus de transformation, eux aussi perpétuellement en tension avec la réalité physique, c'est-à-dire quelqu'un qui a racheté un Shikumen entier, comme cette belle maison de Linda Johnson, qui a acheté elle aussi en 2003 un logement. Les étrangers pouvaient acheter une maison, à cette période-là, entre 2003 et 2005 également, une des tentatives comme l'a fait Chujing qui a récupéré son logement. Elle a acheté une maison et dedans, elle le récupère effectivement les gens qui ont un droit d'usage. On n'a pas le choix. S'il y a des gens qui ont un droit d'usage à l'intérieur de votre propriété, même si vous êtes propriétaire de tous les baux, et quelqu'un a un droit d'usage d'une partie de l'espace qui peut être ici, cette petite mezzanine très sympa qui est sa salle de sport, ça elle le sous-loue à l'intérieur de sa propre propriété. Parce qu'à l'intérieur, au départ, ce monsieur, lui, veut garder cette petite mezzanine parce qu'il se dit, ça se trouve, en 2050, moi, ça coûte rien que je garde ce droit d'usage, je peux l'avoir, je vais le transmettre, mais si un jour tout le quartier qui est protégé va être détruit, alors là, c'est jackpot. Parce qu'au fur et à mesure des années, son idée, c'est que les prix montent. Ça monte. Donc, il va garder ça. Donc, même dans l'espace qui va être la carcasse et qui va appartenir à cette propriétaire étrangère qui a le sol, qui a la carcasse du bâtiment et qui va habiter dans un quartier qui est complètement enchevêtré, on n'est pas dans un système où de la gentrification, comme on l'imagine, peut être systématique. Et ça, c'est intéressant d'avoir toujours cette ambiguïté. Et toutes les maisons alentours, on va avoir une ghettoisation qui est très forte, mais qui est présente même à l'intérieur des espaces de la gentrification. Ça veut dire que le vide en lui-même, ou l'espace, il va porter ces différentes ambiguïtés. Voilà. Donc la sous-location, c'est un autre élément qui va faire part. D'autres personnes vont réhabiliter ou des sous-propriétaires vont prendre les différents baux où tout le monde va garder son droit d'usage. Mais on va payer toutes les personnes un différent droit d'usage en disant on transforme la totalité de la maison, on vous paye tous un loyer, le sous-propriétaire va faire un investissement qui pendant 10 ans va pouvoir être multiplié par 10 000, le prix, il va louer à quelqu'un, cette famille-là va être ravie d'habiter ici, la personne qui est sous-propriétaire, lui, va faire une plus-value calculée selon le coût de construction qu'il a fait, l'investissement sur les 10 ans, et les autres aussi sont gagnants parce que pendant 10 ans, ils vont toucher un loyer très très élevé par rapport à ce qu'ils ont, et quand ils vont le récupérer, ils vont récupérer ensemble un logement transformé. Après, des personnes ont réussi tout à fait à faire de la propriété privée. Là, c'est pareil, ils vont toujours s'engager sur la question de... Et ben c'est parti super vite, je me suis planté de flèche. Ça tombe bien parce que c'est la fin, donc ça se fait tout seul. Voilà, donc on a des propriétés privées qui sont possibles, toujours en cohérence avec les voisins ou en tout cas en relation avec les voisins. Travailler avec des architectes qui, là aussi, on va avoir AAA, qui est une agence d'architecture à Shanghai, qui va jouer un rôle intéressant sur le recyclage des matériaux, qui va avoir fait tout un petit réseau entre différents expatriés qui, là aussi, vont jouer un rôle très intéressant. Encore une fois, le patrimoine qui va être montré comme exemplarité par un système étranger. Parce que si je reviens sur la question de monuments et pourquoi Shanghai va être précurseur sur la question du patrimoine, c'est principalement parce que les constructions occidentales qui étaient présentes sur le Bund et qui sont présentes dans l'entièreté de la ville. Des constructions, on va dire, monumentales et qui jouent un rôle patrimonial même pour les différents pays et qui là va rentrer dans un processus, vu que c'est construit en pierre, avec un système constructif français, c'était conservé. Donc voilà, on va avoir différents projets qui vont pouvoir voir le jour et toujours qui interrogent. Et je finirai sur cet exemple qui est
de l'architecture contemporaine, qui est Neri & Roux, qui à Shanghai ont une agence très intéressante sur la construction architecturale, mais dès qu'on va faire un processus qui va être, on va dire, dans un développement quasi anarchique, comme on pourrait l'imaginer dans ce que l'on dénomme à l'université de Tongji des projets, c'est-à-dire de prendre des entités, des petits bouts dans un espace, on ne sait pas où c'est que ça va aller, mais cet espace-là, on peut totalement le transformer et faire un projet individuel. Ce que les jeunes architectes ont très peu en tête. Ça a commencé seulement à partir de 2018 et à l'heure actuelle, on espère que ça va pouvoir se faire beaucoup plus, mais la notion d'être architecte d'une échelle de celle de la maison est très faible, de transformer ces espaces-là. Donc on va avoir des exemples, et celui-là est le plus outrancier en disant, des manques, ça va être la relation à l'ouverture, à la lumière, à cet espace qui est ouvert, aux toilettes, et finalement à l'ouverture. Donc l'espace est complètement transparent, c'est fini toutes ces barrières, et ils vont complètement transformer l'élément. L'élément central de toute conception dans toutes ces réhabilitations reste l'escalier, élément fondamental de distribution de l'espace, on va dire vertical, parce qu'encore une fois, l'escalier va aller en différents étages. Et là, on se retrouve dans un espace complètement fou, dans un quartier qui va aller à l'extrême du quasi-voyeurisme, après avoir caché tant de choses pendant tant d'années et fabriqué quelque chose où, bienvenue, vous me voyez faire pipi quand vous êtes dans la maison d'en face. Effectivement, dans la réalité, ça tout de suite, voilà ce qu'ont fait les habitants, c'est méga rideau, ils ne voient plus rien. Hein. Et le soir, c'est fermé tout le temps, c'est tout le temps fermé. Mais, en tout cas, dans l'idée de montrer comment une architecture contemporaine va questionner de manière frontale un opposé, on en est là, et ceci dit, différents projets sont en train de voir le jour pour transformer tout cela. Même les émissions de télé-réalité s'en emparent, et tous ces éléments sont en train de se transformer et de montrer d'autres types d'exemples qui, principalement, reviennent sur de la rénovation de logements et de sous-location. Donc, pour terminer, je crois que l'idée, c'était de vous présenter la notion de patrimoine et finalement de l'action. Ce que je voudrais juste dire, c'est que toute action patrimoniale est aussi, finalement, une prise sur le territoire et finalement sur le vide, où l'action humaine est elle-même, bien souvent, le centre d'intérêt. Et que ne pas laisser faire le temps, ne pas laisser agir le temps sur des bâtiments, c'est aussi un combat perpétuel par rapport aux questions des générations futures, mais une question qui est relativement basée sur l'homme. Donc si je reviens sur le cours sur l'humain, le cours de la dernière séance, l'idée de voir comment sont ces espaces où le vide est impossible encore, eh bien le patrimoine va toujours interroger cet élément-là, mais dans un possible qui est vraiment humain-centré et qui a besoin pour moi d'évoluer dans cette vision transgénérationnelle et effectivement dans une relation qui est avec les non-humains. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente journée.